On montre le problème comme étant la position de X de T en fonction de tout l'historique. C'est pas comme ça qu'on va faire un robot mobile. C'est pas de dire j'accumule l'information pendant 1000 époques, puis là, je vais me localiser. C'est plutôt, imaginez plutôt que c'est un challenge. C'est un mathématicien qui nous dit, est-ce que tu peux te localiser l'instant T après que ton robot ait navigué pendant 1000 itérations? C'est la question qui est posée ici. Est-ce qu'on va démontrer si la réponse est oui, je peux me localiser après 1000 itérations de mesures et de commandes. Non seulement ça, mais je peux le faire de façon efficace parce que je vais pouvoir le faire de façon récursive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai des commandes et des mesures qui arrivent, je peux les exécuter et oublier le passé. Donc, quand on parle de récursif, c'est pas de dire que je pars de l'instant 1000 puis je recule dans le passé pour venir faire mon estimation. C'est vraiment de dire, je vais démontrer que je peux, de façon efficace, toujours conserver à jour un estimé de la pause du système, oublier le passé. De sorte que si je peux faire ça de façon efficace à tous les instants, mais clairement, je peux le faire à l'instant T est égal à 1000. Donc, c'est vraiment ce challenge-là. On dit, êtes-vous capable de vous localiser de façon efficace après l'itération? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va faire. Donc, tout ce qu'on va vouloir essayer de démontrer ici, c'est de dire qu'à partir des informations précédentes, de la croyance précédente, est-ce que je peux avoir une nouvelle croyance lorsque je reçois une nouvelle mesure et une nouvelle commande? C'est ce qu'on va démontrer ici, dans cette preuve. Premièrement, on va faire intervenir le théorème de Bayes, vu qu'on va faire du filtrage bayésien. C'est-à-dire que si on va appeler le théorème de Bayes, là, j'ai rajouté une troisième variable C. Là. Puis là, quand on parle de variables ici, ça peut être aussi une série de variables. Ce qui va arriver dans la preuve, j'ai coloré ça pour faire ça plus digeste. Hein. Les bonbons colorés, ça se consomme mieux que des bonbons tous gris. Même chose pour les preuves mathématiques. Donc, on a si on va appeler Bayes, c'était la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B est égale à la probabilité de A sachant A. Tout ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté une conditionnelle qui s'applique à tous les termes ici. Donc, vous voyez, le terme C est toujours du côté droit de la barre. C'est le même truc. Je vais prendre mon équation de départ ici, qui est comme le challenge posé par mon mathématicien. Peux-tu te localiser après 1000 exécutions? Et là, tout ce que je vais faire ici, je vais extraire de ma séquence. Donc, vous voyez, la séquence va de 1 à T. Ici, je vais juste dire, je vais extraire la mesure la plus récente. Donc, le Z de T. Ici, j'ai Z qui va de 1 à T-1. Donc, ces deux trucs-là ici, lorsque je les concaténais ensemble, c'est exactement la même chose que ici. Ah, c'est le chef Ramsey qui disait, on me dit, pas de couleur, pas de saveur. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de saveur dans ces équations. Il y a même du mauve, couleur agressante pour les yeux. On finit par manquer de... Je m'excuse à l'avance pour les daltoniens. Statistiquement parlant, il devrait y avoir 1 ou 2 daltoniens dans la salle. Je m'excuse d'avance. Vous, les bichromes, le choix de couleur devient limité à un moment donné. Donc, ici, je vais simplement extraire le truc ici. Donc, l'extrait ici. Donc, vous voyez ici, j'ai en rouge ici, c'est le X de T. En vert, ça va être la variable C. Et en bleu, donc, ça va être Z de T, comme je l'ai dit. Donc, si on le sait que c'est vrai, donc, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un changement de variable A, B, C pour les différentes séquences. Donc, j'ai la probabilité de X de T, sachant toutes les mesures, toutes les commandes, fois la probabilité d'avoir une mesure, sachant tout l'historique, moins la dernière mesure, bien entendu, parce que j'ai déplacé ici. C'est égal à la probabilité d'avoir la mesure Z de T, sachant la pause à l'instant T, fois tout l'historique, moins la dernière mesure ici, fois la probabilité d'avoir X de T, sachant l'historique des mesures, moins la dernière mesure, et la commande, l'historique des commandes. Tout simplement, j'ai fait ça, changement de variable. Là, ici, c'est une constante qui ne dépend pas de X de T. Donc, c'est le facteur de normalisation qu'on élimine tout le temps des trucs de Bayes. Donc, simplement, je l'ai remplacé ici. J'ai dit que neta, c'est égal à ce terme-là, juste pour simplifier les trucs. Aussi, on avait déjà établi que la croyance, le belief, dans le fond, c'est la distribution sur notre état à l'instant T. Donc, vous voyez, le belief, c'est égal à ce terme ici, qui va être égal, donc, selon la règle de Bayes, à neta fois la probabilité d'avoir la mesure, sachant la pause, l'historique des mesures moins la dernière, l'historique des commandes, et ainsi de suite. On a aussi établi, on a dit, mon état, il est présumé markovien complet, donc il respecte la propriété de Markov, donc ça va appeler les graphiques. Donc, je vais être capable maintenant d'éliminer un paquet de variables de dépendance, puisque j'ai établi que mon état, il est complet.
Donc, ce que ça veut dire, l'état complet, c'est que la probabilité d'avoir la mesure Z sachant la pause et tout l'historique, on a dit, ben, selon notre conception du problème, on a dit, ben, ma mesure à l'instant T ne dépend que de la pause à l'instant T. Donc, l'historique ici va disparaître. Donc, le terme ici va venir grandement se simplifier. Donc, vous voyez ici le terme ici. J'ai tout fait disparaître ces termes-là. J'ai dit c'est indépendant grâce à la propriété de Markov. Donc, vous voyez ici comment la propriété de Markov de mon état est importante. Ça va venir me simplifier les choses pour cette partie-là. Donc, ici, j'ai repris le terme. Je vais le déplacer ici dans le petit pointillé. Donc, ça, c'est déjà une bonne partie de la formulation du filtrage bayésien qui est établie. Si vous vous rappelez, ça, c'était la partie. On avait la deuxième équation qui était ici, vous voyez, donc l'état probabilité de Z sachant X fois la croyance prédite, qui était l'équation ici. Donc, on est rendu, si vous voulez, on a démontré ce bout-là du filtrage bayésien. Il nous reste maintenant à démontrer la deuxième partie, qui était donc la partie ici. Démontrer que ça, c'était dans le fond égal à Bell Prediction, puis qui va être capable, dans le fond, on va être capable de résoudre là cette équation-là de façon récursive aussi. J'ai mis en gris le reste, vu qu'on a déjà établi ça ici. C'est un peu plus impliqué comme démonstration. Donc, la probabilité que je sois à la pause X, sachant toutes les mesures sauf la dernière et toutes les commandes, dans le fond, on va rajouter une variable supplémentaire ici. On va se baser sur le concept des probabilités totales. Donc, la probabilité de A sachant C, c'est égal à l'intégrale de la probabilité de A sachant B et C fois la probabilité de B sachant C, et on fait l'intégrale sur B. Vous voyez, vu que je fais l'intégrale sur B, là, en statistique, on appelle ça la marginalisation. Donc, en anglais, on appelle ça to integer out a variable. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté cette variable-là pour être capable d'exprimer maintenant mon terme sous forme d'une intégrale, parce que ça va me permettre, dans le fond, de faire des simplifications. Donc, j'ai simplement reproduit le terme ici. Là, j'ai dit, dans le fond, à l'aide de ce terme de probabilité totale, je veux dire, dans le fond, la probabilité d'être à la position X de T, sachant l'historique moins la dernière mesure, c'est égal à l'intégrale de la probabilité d'être à X de T, sachant X de T moins 1 et un certain historique fois la probabilité d'être à X de T moins 1, sachant un certain historique fois avec la variable qui est intégrée, qui est X de T moins 1. Donc, la pause précédente. Et encore là, on avait déjà parlé d'état complet. On a dit que notre état était complet. Donc, la probabilité d'être à X de T, sachant la pause précédente et l'historique des mesures, moins la dernière mesure et l'historique de toutes les commandes, on a déjà déterminé que, dans le fond, ça ne dépendait que de la pause précédente et de la commande actuelle. Pas besoin de me rappeler ce que j'ai fait il y a 3 semaines comme conduite automobile. Ça ne va pas impacter ma position aujourd'hui. C'est ce qu'on vient de dire ici. Donc, on a un terme ici qui va venir quand même grandement se simplifier. Vous voyez ici, j'ai pris le terme ici, il s'est simplifié. Ce terme-là ici, je l'ai replacé ici. Et on a le terme ici, la probabilité d'être à la position X de T-1, sachant l'historique des mesures moins la dernière et les commandes de 1 à T. Là, ici, c'est subtil. C'est dans les index ici. Ici, j'ai T-1, ici, j'ai T. Donc, est-ce que la commande de demain affecte ma position d'aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose essentiellement ici. Et la réponse est non, ça n'affecte pas. Ma position aujourd'hui n'est pas affectée par la commande de demain. Elle est affectée par la commande d'aujourd'hui et la commande d'hier si je ne tiens pas compte des trajectoires. Mais logiquement, le U de T ici, la commande U de T n'impacte pas la position X de T-1. Donc, vous voyez ici, je peux éliminer la dernière commande de ma conditionnelle ici, vu que ça ne dépend pas. C'est logique. Le présent ne dépend pas du futur. Donc, vous voyez ici, mon terme ici, donc je vais simplement retirer la dernière commande. Okay? Et là, j'ai mon intégrale ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, Px de T-1 sachant Z de 1 de T-1 et sachant U de T-1, tout ce que c'est, ça ici, c'est ma croyance à l'instant X de T-1. Donc, vous voyez, c'est l'aspect récursif. Vous voyez comment maintenant, pour prédire ma prochaine croyance, j'ai juste besoin de la croyance précédente et de mes fonctions de déplacement et mes fonctions de mesure. Donc, en bout de ligne, ce qu'on a fait dans l'exercice, ici, c'était Bell Prediction, donc l'équation numéro 1 de mon filtrage bayésien. Et ici, c'était l'équation numéro 2 de mon filtrage bayésien. Vous voyez comment les différents critères de Markov ici nous ont permis de simplifier notre problème. Donc, ça veut dire maintenant de façon itérative, ou si vous voulez récursif, si j'irais dans le sens inverse, de façon itérative dans le futur, là, je peux toujours prédire ma croyance de mon état
à partir de ma commande actuelle, ma mesure actuelle, et j'ai pressé le citron, ben, je vais acheter mes commandes, je vais acheter ma mesure, puis je vais être correct. Je n'ai pas plus d'informations. C'est vraiment ça qu'il faut retenir ici. Donc, j'ai reproduit encore les équations. Donc, on a démontré ça, 1 et 2. Et là, le reste du cours, ben, beaucoup du cours, ça va être de comment maintenant régler ces équations-là, parce qu'on les regarde, ce pas des équations qui sont agréables. Hein. Personne ici n'aime faire de l'intégrale. Puis ici, ça a des produits de fonctions. Donc, ça va être quand même assez. Ce ne sera pas nécessairement simple. Bref, prédiction, mise à jour. Prédiction, c'est avec mon déplacement, mon véhicule. Mise à jour, c'est avec mes capteurs, principalement mes capteurs extéroceptifs. Par contre, ça, c'est la formulation générique, parfaite, faisant l'hypothèse que j'ai un temps de calcul infini. Les problèmes vont surgir parce que pour implémenter ça de façon exacte, soit que je disais, une puissance de calcul infinie, ou soit que je peux résoudre l'intégrale ici de façon exacte, d'avoir en anglais une closed form solution, donc une solution analytique, une nouvelle fonction. Mais on le sait très bien que parfois, les intégrales n'admettent pas de solution analytique. Donc, c'est le problème qu'on va frapper, c'est que pour la plupart des problèmes réels, si on ne fait pas des approximations, je ne peux pas avoir de solution analytique à la première. Et des fois, je n'aurai pas de solution analytique non plus pour la deuxième. C'est-à-dire que je n'ai pas de solution facile pour résoudre l'équation. Les équations sont là, mais elles sont probablement très coûteuses à résoudre. Donc, c'est le piège que je vous parlais, si vous voulez. J'ai besoin de juste du comportement, mais en contrepartie, ça se peut que je ne sois pas capable de le calculer exactement ou approximativement, ça va me prendre beaucoup de temps de calculer. Donc, c'est quand même un petit peu une déception ici. Mais rappelez-vous, ils sont allés sur la Lune avec un ordinateur qui n'avait pas grande mémoire. En exécutant ces équations-là, ça veut dire qu'il y a des solutions qui existent pour certaines classes de problèmes. Quelles sont les classes de problèmes, les classes de fonctions pour lesquelles on va être capable de rapidement calculer les solutions? Bien, sans grande surprise, on parle tout le temps de bruit gaussien, distribution normale, distribution gaussienne. Il y a une raison qui est simple, c'est qu'on va être capable d'avoir des solutions analytiques pour ces deux équations-là si mes distributions, si tous les termes ici sont régis par des distributions normales, des distributions gaussiennes. C'est parfait. Le produit, si ici c'est une distribution gaussienne, ici c'est une distribution gaussienne, le produit de distribution gaussienne, c'est une gaussienne aussi. Même chose ici pour l'intégrale. L'intégrale d'un produit de distribution gaussienne va te donner aussi une distribution gaussienne, une distribution normale. Donc, si on est chanceux et que notre problème, on peut le modéliser par des distributions normales, ben, on est correct. On va être capable de résoudre ces équations-là rapidement. Aussi, il faut que nos équations du système, donc lorsqu'on va développer le comportement ici, les équations ici, là, il y a un modèle physique derrière ça, ben, il faut que le modèle physique soit linéaire. S'il n'est pas linéaire, ben, toutes ces solutions analytiques-là ne seront pas valides. Je ne serai pas capable de le résoudre de façon analytique. Il faut que j'y aille par d'autres méthodes numériques. Non seulement il faut que mon système soit linéaire, puis que je puisse représenter les différentes distributions de croyances par des distributions gaussiennes, il faut aussi que mes bruits soient régis par des distributions gaussiennes. Donc, ça veut dire tout doit être gaussien, tout doit être linéaire. Et si c'est le cas, je peux résoudre ça de façon très efficace. Si ce n'est pas le cas, j'ai un problème. On va avoir des approximations qui vont nous permettre de résoudre ça. Si on retourne maintenant sur le problème, donc comment représenter une distribution de croyances, ce qu'on a dit ici, c'est qu'il faut que je puisse représenter ma croyance sur mes états, par exemple, par une distribution normale. Donc, si j'avais un système à un seul degré, une seule dimension, ça serait une distribution normale là, très très simple. Là. Ça veut dire que je pense être situé ici avec telle incertitude. Ça serait forcément ça le message. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des distributions multimodales, donc de dire, ben, je veux que ma distribution soit la somme de plusieurs distributions normales. Ça voudrait dire donc que mon robot est situé probablement ici ou probablement ici ou probablement ici. On ferait la somme. Là, j'ai pas mis la somme. Là, ça fait comme une espèce de dromadaire, là, 2 bosses et demi. C'est une autre façon de représenter des états. On peut aussi, pour des cas plus complexes, on peut la représenter par des échantillons. Donc, on va des mesures de probabilité ponctuelles, donc des pics de Dirac, qui vont avoir et une aire, parce que c'est un pic de Dirac en théorie, c'est infiniment haut, c'est juste l'aire qui est finie, donc avec une aire que je représente proportionnelle à la hauteur du pic ici. Là. Donc, il va avoir une position et une hauteur assez différentes
ces différents pics de Dirac et c'est une distribution de probabilité qui est valide parce que la somme, l'air sur la courbe ici va être égal à 1. Donc, ça va être une façon de représenter. Donc, ça veut dire que je pense que je suis peut-être ici, un petit peu ici, pas du tout ici, ainsi de suite. Donc, c'est très flexible. Je peux représenter à peu près n'importe quelle distribution de façon approximée. Donc, quand on va venir vouloir se localiser, on appelle ça la localisation globale, de dire je suis perdu, j'ai mon robot, j'ai une carte du monde, un labyrinthe. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre des échantillons. On va dire, je vais saupoudrer des probabilités partout dans la carte. Puis à mesure que je me déplace, puis que j'acquiers l'information, je vais venir, si vous voulez, diminuer les probabilités pour ces points-là, en fonction de la vraisemblance des mesures. On peut faire des cartes quadrillées. J'avais fait première moitié du cours, première session du cours, là, on avait fait des cartes quadrillées, donc c'est-à-dire je discrétise mes positions, puis je viens appliquer des probabilités à chacune de ces cases-là. Ça peut être aussi des trucs un peu plus flyés, c'est-à-dire des cartes topologiques, c'est-à-dire que je vais dire mon monde est composé de régions, OK? Par exemple, l'ascenseur, un corridor Est, la cafétéria, la pièce Pouliot 3796, ainsi de suite. Et je n'ai pas de notion de distance vraiment entre ces lieux-là. J'ai des notions de connectivité, par exemple, que je peux passer du corridor Est à la cafétéria. Puis l'idée, c'est ici, je conserverais donc une idée de c'est quoi les probabilités que je me situe dans certaines, sous les régions de l'université. Ce serait le cas, imaginez que on ferme les lumières, on vous a kidnappé, on ferme les lumières, on vous place dans une pièce quelconque à l'université, vous vous réveillez, puis là, vous devez deviner vous êtes à quel endroit à l'université, puis vous n'êtes pas capable de rien lire parce qu'il fait absolument noir. Mais là, en vous déplaçant, vous diriez, là, je suis passé d'une pièce qui ressemble un peu à ça, je vais être rendu dans telle région de l'université. Donc, c'est vraiment de dire, vous ne savez pas exactement en millimètres près vous êtes où dans la pièce, mais vous savez que vous êtes dans la pièce ou pas dans la pièce, par exemple. Donc, c'est ce on voit que les trucs topologiques. Donc, pourquoi on choisit une représentation ou l'autre? C'est basé sur la réalité. Notre problème, par exemple, si je sais à peu près où ce que je suis, puis on appelle ça du pistage en français, en anglais, on appelle ça du tracking. C'est un peu si vous avez une image, puis vous voyez un objectif, une cible quelconque, vous la détectez, puis là, vous placez dans le fond un curseur, puis dans le fond, vous voulez faire un suivi de la cible, c'est ça, on appelle ça du tracking. Donc, les distributions normales viennent bien capturer ce genre de phénomène-là. Puis quand on est perdu, par exemple, on veut se localiser, souvent, c'est plus des approches topologiques, par exemple, cartes quadrillées ou des distributions comme ça ici, là, par échantillon, qui vont nous permettre, dans le fond, de représenter n'importe quelle distribution. En contrepartie, la distribution elle-même va dicter le type de filtrage bayésien. Par exemple, le fil de Kalman, c'est seulement applicable pour ce type de distribution-là. Kalman étendu, c'est seulement ça. Filtrage qu'on va voir, le filtre particules, ça va être dans la situation où on va utiliser dans le fond, des représentations de ce type-là. Donc, c'est important. La physique, le problème lui-même, la physique du problème va dicter le type de représentation, puis le type de représentation va dicter le type de solution par la suite. On va donc avoir plusieurs filtres de Kalman, plusieurs saveurs, si vous voulez, qui sont tous des filtres bayésiens à la base. Là. Donc, c'est tous des applications des lois de probabilité. Et notre fil de Kalman, donc Kalman, souvent, quand on dit le fil de Kalman, le standard vanille, c'est le filtre là, qui s'applique pour des distributions normales et des équations linéaires. Et ce qu'on va voir, donc, le fil de Kalman, même l'étendue aussi suit à peu près les mêmes règles. Là. C'est qu'on va avoir, si vous vous rappelez, on avait fait de la fusion de capteurs tout à l'heure au début du cours. J'avais dit, j'ai deux évidences, je prends plus d'informations, je prends plus de l'évidence qu'une variance plus petite. Premier concept de fusion de capteurs, de fusion d'informations. C'est ce qu'on va faire avec notre fil de Kalman. On va fusionner l'information en fonction de la quantité de la précision, que ce soit pour les estimés de position et ou les mesures. Et on va faire ça dans le temps. On a vu ça là, de façon récursive, là, la preuve qu'on peut résoudre le problème de localisation probabiliste d'une manière récursive. On avait résolu le problème du Moyen-Âge de façon récursive. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est un peu l'équivalent de faire le moyenne au fil du temps. On va faire. On va comparer l'information, presser le citron, jeter le citron lorsqu'on a récupéré l'information. C'était le deuxième concept qu'on avait vu au début. En combinant, si vous voulez, ces concepts-là, c'est ce que fait le filtrage bayésien essentiellement. C'est comme deux façons de voir le problème. On peut le voir de façon purement probabiliste avec des équations. On peut le voir aussi de dire, ce que je vais faire, c'est fusionner l'information dans le temps avec un système dynamique. C'est deux façons de voir le problème. Donc, en combinant les deux, c'est ce que je disais, ça va être le fil de Kalman. Donc, lorsque j'ai une situation linéaire, un fil de Kalman, lorsque je vais avoir des fonctions non linéaires dans mes équations, ce qui va être 99% du temps, on va être obligé d'utiliser une version qu'on dit étendue.
Et sans grande surprise, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des fonctions non linéaires? On va les linéariser. Donc, c'est ce que le fil de Caméléon vient faire, c'est qu'il vient linéariser les fonctions, les différentes fonctions, fonctions de déplacement, fonctions de mesure, basées sur les pentes des différentes variables. On va voir aussi le filtre de Kalman non parfumé. On parlait du chef Ramsey tout à l'heure. Oui, donc en anglais, c'est le unscented Kalman filter, donc non parfumé, qui est basé sur la transformation non parfumée, donc unscented transform, qui, en cas là, va être utilisé pour régler des problèmes euh, qui sont non linéaires. Et là, je répète, là, ce sont tous des filtres bayésiens. C'est juste la solution, elle est soit exacte ou approximative, dépendant du fait que j'ai des équations linéaires ou non linéaires. Dans tous les cas, pour mes fils de Kalman, je fais l'hypothèse, par contre, que ma distribution de probabilité, elle est toujours gaussienne. Donc, je parlais de motion model, l'équation en vert que je mets souvent. Là. C'est ici, on va utiliser donc la connaissance de la dynamique du système, donc la physique. Okay? On va l'exploiter au maximum pour être capable de réduire l'impact du bruit. J'essaie de penser à un exemple, mais peut-être juste pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, qu'est-ce qu'on dit par exploiter la dynamique du système? Imaginez que vous voulez faire du suivi de satellites dans l'espace. On est chanceux dans l'espace, c'est essentiellement vide. Là. Il y a un tout petit peu de gaz, là, de particules, mais essentiellement, on peut dire que c'est vide. Ce qui veut dire que lorsqu'un objet suit une trajectoire, c'est une trajectoire essentiellement qui a zéro perturbation dessus. C'est une trajectoire qui est extrêmement lisse. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que quand c'est lisse comme ça veut dire que si je prends des mesures au fil du temps, ben, je vais être capable de vraiment faire une bonne combinaison d'informations parce que l'information que j'ai prise il y a 5 minutes sur la trajectoire, elle m'est encore utile d'une certaine façon parce qu'il y a eu zéro bruit mécanique. Il y a eu zéro perturbation sur la trajectoire entre il y a 5 minutes et maintenant. Donc, si vous voulez, l'horizon effectif d'une mesure est très, 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 très grand. À l'opposé, si vous avez un drone qui vole dans une tempête de neige, ben, la mesure que vous avez prise il y a 2 secondes, je veux dire, son contenu informationnel, c'est presque dissipé au complet parce qu'il y a eu tellement de perturbations que c'est l'instant présent qui compte. Parce qu'il y a une demi-seconde, il y a eu tellement de perturbations que je suis obligé d'oublier en grande partie l'information. Donc, c'est ça quand on parle d'exploiter la dynamique. Si je sais que j'ai des trajectoires très lisses, c'est ce que je vais dire à Bayes. Je vais dire Bayes. Mon système est régi par des équations, par des trajectoires qui sont très lisses. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre moins d'importance sur les autrement dit, il va être capable de dire je vais m'en estimer au fil du temps est très précis. Alors que si je lui dis c'est pas très lisse, c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Qu'est-ce qui est linéaire ou non linéaire? Ça dépend. Par exemple, si vous vous rappelez, on avait des fonctions de capteur là, qui faisaient comme une courbe qui montait puis qui descendait. Donc, ça, c'est une fonction non linéaire d'un capteur. Si j'ai un robot qui opère en x, y, θ, il va y avoir des sinus et des cosinus qui vont apparaître dans mes équations. Hein, parce que la commande s'applique sur la direction du robot. C'est-à-dire, si j'avance d'un pas delta, je ne sais pas moi, delta, je vais appeler ça delta P, pas là. Ben, l'influence sur les variables delta X et Y, ça va être cos θ delta P, puis sinus θ delta P pour le Y. Donc, vous voyez la relation entre ma commande, qui est un pas, et mes variables d'état passent à travers un sinus et un cosinus qui sont des équations, qui sont des termes non linéaires. C'est là que les non-linéarités vont apparaître. C'est dans les équations de déplacement ou de mesure. Très souvent dans les équations de déplacement. Toujours, j'avais dit, on va représenter nos distributions par notre état, si vous voulez aussi, donc par des distributions gaussiennes. Donc, une D, c'est simplement, on peut la caractériser par une moyenne et un écart type. En 2 dimensions, il va y avoir un centre, donc c'est un vecteur XY avec une matrice de covariance. C'est une matrice de 2 par 2. On voit un petit peu le genre de distribution. 3 dimensions, 4 dimensions. J'ai déjà vu des articles qui avaient des filtres de Kalman qui utilisaient des distributions à 19 dimensions. Okay, donc, ça peut être très gros. Quand on va parler de SLAM, on peut avoir une matrice, on peut avoir un problème avec un vecteur de 1000 dimensions. Donc, mais ça reste quand même une distribution normale dans un espace à 1000 dimensions. Donc, ça va être une boule, si vous voulez, une espèce de forme oblongue, là, mais dans un espace à 1000 dimensions, par exemple.
Mais ça, peu importe, là, ça se calcule quand même. C'est difficile à s'imaginer, mais ça se calcule pareil. Donc, juste un rappel, là, les Gaussiens multivariés, donc tout ce que c'est dans le fond, on peut pour un vecteur ici, là, ça va être la distribution, il y a un terme ici là, qui est relié au déterminant de la matrice de covariance. L'exposant, c'est au lieu d'avoir un terme au carré, ce que ça va être donc l'écart entre le centre de la distribution moins le vecteur ici, x. Donc, si j'ai une distribution à 10 dimensions, j'aurai des vecteurs à 10 dimensions ici. Et au lieu de faire la distance euclidienne, c'est plus une distance qu'on appelle de Mahalanobis. Donc, ça va impliquer l'inverse de la matrice de covariance ici, qui va venir s'insérer entre les deux termes ici. Donc, ça vient comme un peu dicter la forme de l'omblicité, si vous voulez, de notre distribution multivariée. Puis notre matrice ici, donc ça va être des matrices des covariances. Donc, vous avez en diagonale les termes, là, c'est la covariance sur X1, X2, X3. Puis après ça, c'est les termes là, qui indiquent les corrélations entre les différents termes là, X1 et X2. On rappelle, la covariance, c'est défini par cette équation-là. Je vais un petit peu vite ici. Important, c'est des matrices carrées, donc de covariance qui sont symétriques définies positives. Personne ne se rappelle c'est quoi une symétrique définie positive. Puis qu'est-ce que c'est qu'une matrice définie positive? Ça veut dire que si elle a si une des trois propriétés est respectée, la seule qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est x, m de x, donc le terme ici, là, la soustraction de vecteur, c'est mon x ici. Le m, c'est l'inverse de la matrice ici, ainsi de suite. Tout ce que ça dit, pour être matrice définie positive, il faut que ce terme-là soit toujours plus grand que 0. Puis c'est ce qu'on a dans le fond. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut que l'exposant ici soit toujours plus grand que 0. La partie ici, là, peut avoir un signe moins, là, mais c'est essentiellement une des propriétés des matrices de covariance. Ce sont des matrices symétriques et aussi elles sont définies positives. Voilà, donc tout ce que vous avez voulu savoir sur les matrices positives définies positives sans le demander. Maintenant, commençons à appliquer donc ce filtre de Kalman-là pour des cas très simples. Notre filtre de Kalman, il faut le voir vraiment comme une boîte noire. Parfois, je dis une bête noire. C'est beaucoup d'équations. Je peux même vous les montrer tout de suite. Là. On va aller vite. Là. Ça, c'est les équations du filtre de Kalman. Il y en a 7 qui vont essentiellement faire l'application du théorème de Bayes pour notre système. C'est pourquoi c'est factorisé comme ça. C'est pour des raisons d'efficacité numérique et aussi en tenant compte du fait que j'ai beaucoup des intégrales, je vais avoir des résultats analytiques pour des distributions normales. Donc, c'est beaucoup d'équations. Ces équations-là vont être fixes. Elles ne vont jamais changer d'un problème à l'autre. Si ce n'est pas les équations qui changent, ça va être quoi? Ça va être les paramètres du problème. Okay? Donc, ma boîte noire ici, elle est toujours la même. Les 7 équations, là, vous voyez là comme une boîte noire, là, des couteaux, n'importe quoi, de machine-outil. Là. Mais qu'est-ce qui change en fonction du problème? Ça va être donc les paramètres. Les paramètres, ça va être des matrices. Par exemple, j'ai la matrice phi qui va être la matrice qui va dicter comment l'état se propage au fil du temps. Matrice gamma qui va être la matrice qui me dit comment les commandes affectent l'état. J'ai une matrice qui me dit, ici, C de V, c'est une matrice qui va me dire c'est quoi les bruits qui s'appliquent sur l'état lorsque je fais un pas. La matrice lambda, ça va être ma matrice de mesure qui me dit comment est-ce que mes variables d'état influencent mes mesures, mes capteurs. Et CW, c'est les bruits sur mes capteurs. Donc ça, ce sont les paramètres que vous devez établir pour votre problème. Et lorsque vous avez bien établi ces paramètres-là, on va être capable de faire notre estimation d'état. Notre fil de Kalman, c'est pour des systèmes dynamiques, donc des systèmes qui changent au fil du temps. La pose du véhicule change au fil du temps. On pourrait en théorie aussi changer les paramètres ici. Il n'y a rien qui empêche de changer les paramètres au fil du temps. C'est la version générique du fil de Kalman accepte ça. C'est pour on va digérer des mesures qui sont bruitées. Et j'en avais parlé tout à l'heure. On va être capable, dans le fond, d'avoir des mesures incomplètes. C'est-à-dire, je n'ai pas de mesure qui va me donner directement l'information sur une variable d'état. Je l'avais dit tout à l'heure. J'ai la variable, disons que je mesure, on dit dans le langage, j'observe XY. Vous avez un GPS sur votre voiture, vous observez XY directement, et vous voulez avoir de l'information sur θ. Donc, vous avez placé θ dans votre variable d'état. Le système va être capable, le fil de Kalman va être capable de vous redonner l'information sur θ, même si vous ne le mesurez pas directement. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Rappelez-vous, il y a toujours de l'intuition physique derrière tout ça. Je vais prendre un stylet ici.
je vais vous poser simplement la question. Imaginez que j'ai des mesures GPS qui sont les suivantes, les petits points noirs ici, et je vous dis que vous avez un véhicule qui a des roues. Le véhicule roule toujours dans cette direction, comme un véhicule, il roule vers l'avant du véhicule. Et je vous dis que les commandes de volant étaient égales à 0, c'est-à-dire que j'avais le volant qui était tout droit. Donc ça, c'est la physique de votre système. Ça, c'est la commande ici. Vous avez eu les mesures ici, GPS au fil du temps. L'instant 1, c'était cette valeur-là ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'instant 8, vous étiez ici. Puis là, je vous dis, probablement, vous allez dire, grossièrement, vous êtes capable de dire, je pense que ma voiture est rendue ici. Clairement, elle n'est pas loin de cette position-là. Et sachant qu'un véhicule va vers l'avant, et sachant que vous avez eu 0 commande pour tourner, tout le monde ici dans la salle, je pense, peut s'entendre pour dire la direction du véhicule en ce moment, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Donc, instinctivement, vous avez la réponse. La manière que vous l'avez faite, vous avez fait d'inférence dans votre tête en disant, là, clairement, c'est une voiture, clairement, ça roule tout droit, clairement, je m'en vais dans cette direction-là. C'est clair, je le vois, là. Les points s'en vont dans cette direction-là. Base, c'est ce qu'il va faire, mais de façon formelle. Il va dire, sachant la mécanique du système, sachant les commandes, sachant les mesures, je peux te dire, voici maintenant, c'est quoi l'estimé de la direction du véhicule. Puis il va le faire implicitement. Vous n'avez pas besoin de dire, vous allez expliciter la variable d'état, mais vous n'allez pas expliciter la manière de retrouver cet état. Il va le retrouver automatiquement pour vous. Ça peut paraître mystérieux, mais c'est base. Si vous acceptez que B, probabilité de A sachant B fois probabilité de B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A, à partir du moment que vous croyez ça, voilà, vous devez croire que le système peut retrouver la direction du véhicule sachant les lois de la physique et les différents modèles de probabilistes. Donc, ça, c'était pour la partie mesure incomplète. Ça, c'était les paramètres de mon système. Donc, il va falloir trouver une façon dans nos équations de faire l'adéquation entre qu'un véhicule va toujours vers l'avant parce que je n'ai pas de commande et ces paramètres-là, ce qui peut sembler mystérieux un peu en ce moment, là. Mais on va le faire. Via ces matrices-là, on va être capable de dire j'ai une voiture qui roule tout le temps vers l'avant à partir de ces paramètres-là. Donc, en entrée, ce que je vais avoir mon estimé précédent, qui est un vecteur d'état, ma covariance précédente, ma nouvelle commande, ma nouvelle mesure. Et ce que ça va me sortir en sortie, ça va être un nouvel estimé de la pause et, bien entendu, un nouvel estimé de la covariance. C'est les paramètres du problème que vous réglez. Ça, c'est les données qui rentrent de façon dynamiquement. Là. Et cette boîte-là ici, c'est des équations qui sont fixes, figées, ne changent pas. Donc, ça peut être une fonction qu'on appelle un package Python. On appelle avec, dans le fond, ce qu'on va dire, on va donner ça, et ces paramètres-là. Puis après ça, il va nous sortir un nouvel estimé ici. Donc, c'est très facile à implémenter parce que c'est juste des paramètres, mais c'est très difficile à implémenter parce que ces matrices-là peuvent être quand même, si vous faites une erreur dans cette matrice-là, c'est difficile de faire le lien entre une erreur à la sortie puis une erreur sur ces paramètres-là. C'est relativement difficile. Par exemple, si vous avez 25 valeurs numériques que vous devez déterminer, si vous faites une erreur c'est facile de faire une erreur sur les 25. Vous avez mal estimé le bruit de rotation, par exemple, ça va jouer sur la capacité du filtre. Donc, pourquoi on fait ça? Si vous vous rappelez, il y avait le problème mal posé de l'inverse du capteur. C'est parce que de dire je pars d'une mesure, puis je fais du code qui, à partir de la mesure, va être capable d'inverser mon système pour retrouver la pause, c'est extrêmement difficile. Des fois, c'est impossible. Ce serait comme du ad hoc. À chaque fois que vous avez un problème, pour commencer à essayer de faire du code qui va, à partir de la mesure, retrouver l'état. Alors qu'ici, c'est toujours le même code qui tourne, c'est juste les paramètres qui changent d'un problème à l'autre. Donc, ces équations-là du filtre, j'en ai parlé. Ce sont tous des équations linéaires, donc ça va impliquer des vecteurs et des matrices. Puis, elles vont calquer le comportement du système. C'est ce qu'elles doivent faire. Si vous vous rappelez, j'avais dit il y a à peu près 1h30, Bayes, ce qu'on lui fournit essentiellement, c'est le comportement du système, comment le système se comporte. Puis lui va inférer après ça l'état du système en fonction du comportement. Donc, à chaque itération, si vous voulez, je reçois une commande, je reçois une mesure, j'applique les équations, je vais avoir un nouvel estimé. Là, c'est vraiment le code de figure le plus simple, c'est-à-dire qu'à chaque itération, j'ai une commande, une mesure. Mais après ça, on va le voir. C'est possible de dire, si je reçois une commande, je roule, par exemple, une commande, on va rouler l'équation 1, 2.
Si je reçois une autre commande, je roule 1, 2. Si je reçois une autre commande, je roule 1, 2. Puis là, si je reçois une mesure, je peux faire 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. C'est pas obligé d'être parfaitement les mesures et les commandes arrivent exactement au même instant. On a une certaine marge de manœuvre à ce niveau-là. Mais dans le cas, disons, académique, là, on va faire l'hypothèse que les commandes et les mesures sont synchronisées parfaitement. Notre fil de Kalman, la bonne nouvelle, c'est que c'est un estimateur optimal. Donc, c'est prouvé mathématiquement qu'on ne peut pas avoir un meilleur estimé, mais sous condition. Les conditions, c'est que le système soit linéaire. Donc, quand on parle de système linéaire, ça veut dire que, on le voit ici, donc, l'état du système après le déplacement puis avant la mesure, si vous vous rappelez, j'avais le 2 puis le 1 ici, là c'est rendu le K plus 1 plus K, sachant K. Là. Donc, ça, c'est avant la mesure, c'est juste le déplacement. Parce qu'on va dire, c'est que le système, donc, ça veut dire que l'état suivant va dépendre donc de l'état précédent, qui est un vecteur, fois une matrice ici, phi de changement d'état, plus les commandes ici. Puis j'ai une matrice ici qui vont traduire les commandes, peu importe leurs unités, vers des variables d'état. C'est une traduction qui est linéaire. Puis la somme ici, bien entendu, c'est linéaire. Vous voyez, l'équation de mon système doit être entièrement linéaire. Ça, c'est, si vous voulez, la physique de mon système. Le modèle de capteur, lui aussi, devrait être linéaire. X chapeau, c'est un vecteur. X chapeau, c'est mon vecteur d'état. X, Y, θ, par exemple. Donc, j'obtiens mon vecteur d'état. U, c'est un vecteur de commande. Ça, c'est une matrice, ça, c'est une matrice. Puis, je vais obtenir en la sortie un autre vecteur. Le modèle de capteur aussi doit être linéaire, c'est-à-dire, donc, pour un état, un vecteur d'état quelconque, j'ai une matrice qui me permet de faire le mapping entre l'état et les mesures que je devrais avoir. Puis le vecteur de mesure ici, le Z chapeau, c'est pas obligé d'avoir la même grandeur que X. C'est la matrice lambda ici, majuscule, là, qui va faire la traduction entre le nombre de capteurs puis le nombre de variables d'état, par exemple. Mes bruits gaussiens, ça, je l'avais déjà dit, important. Il faut que j'aie des moyennes nulles pour mes capteurs, des capteurs non biaisés. Si vous faites une moyenne d'un bruit qui est biaisé, vous allez converger vers le biais plus la valeur réelle. Donc, ça, c'est l'ennemi numéro 3 des filtres de Kalman de toute méthode d'estimation, c'est les biais. C'est pour ça que lorsqu'on fait de la calibration de nos capteurs, on essaie d'enlever les biais le plus possible. Parce que sinon, on va juste converger vers on ne sera jamais capable d'enlever le biais parce qu'il est constant. On va toujours. Je fais la moyenne de quelque chose qui varie, plus quelque chose qui ne varie pas, je vais converger vers ce qui ne varie pas, qui est le biais. Donc, c'est important. On fait l'hypothèse que nos capteurs ne sont pas biaisés. Bon, l'état, j'avais dit, je peux caractériser comme étant une moyenne et une covariance. Donc, c'est une distribution unimodale. Donc, j'accepte des distributions comme ça, pas des distributions de type chameau. Je ne peux pas régler ça avec mon filtre de Kalman. Aussi, covariance, c'est un bon indicateur de confiance. Et voilà. Et que mon état est complet, on l'a vu dans la démonstration mathématique. Si mon état est complet, je peux simplifier mes équations, je peux résoudre mon problème de façon récursive. En gros, notre fil de Kalman, notre estimation d'état, là, puis ça, c'est un graphique qui va venir souvent, c'est de dire, j'ai des commandes de déplacement, donc un système dynamique, l'état va changer en fonction des commandes. Je vais prédire comment mon état change en fonction des commandes. Et après ça, je prends des mesures, généralement des capteurs extéroceptifs, des mesures Z, et je vais incorporer l'information de ces capteurs-là pour mettre à jour mon vecteur d'état. Puis après ça, j'ai une commande, je le modifie, mon vecteur d'état, je prédis, je fais des mesures, je modifie mon vecteur d'état. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne. Chaque fois que j'ai de l'information qui rentre, on fait tourner la manivelle, si vous voulez. Et là, c'est un petit peu subtil. Là. Ça, j'avais dit donc qu'il faut que les équations de mon système soient linéaires. Puis rappelez-vous, mon fil de Kalman va calquer la réalité. Donc, vous voyez, on dit ici que mon système linéaire, ça, c'est comme si vous voulez le modèle réel. Ça va être donc un modèle le modèle de transition d'état, la phi. Donc, ça veut dire que l'état suivant doit dépendre de l'état précédent qui est prémultiplié par une matrice de changement d'état. Ça va dépendre aussi des actions, des commandes avec la matrice. Et on va dire que mon système réel a du bruit gaussien qui est appliqué. Dans mes équations de Kalman, je n'ai pas ce bruit-là. Je ne rajoute pas du bruit. Il n'est pas là. On va le traiter. Parce qu'on dit ici, c'est que j'ai un système linéaire avec du bruit gaussien. Ça, c'est mon système. Si j'avais besoin de le simuler, parce qu'on va le simuler aussi, là, ça, c'est l'équation que j'utilise pour simuler mon système. Puis le fil de Kalman, si vous voulez, il va dire, moi, je vais simuler tout sauf le bruit. Je vais donc simuler cette partie-là et cette partie-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les matrices, cette matrice-ci, que le nom m'échappe, je pensais gamma, excusez, gamma majuscule. Cette matrice-là,
la vraie matrice gamma puis la vraie matrice phi, ben, il faut que celle qu'on utilise dans le fil de Kalman soit relativement proches l'une de l'autre. C'est ce que ceux qui ont fait des cours de génie mécanique, le system identification, l'identification de système, c'est ça, c'est-à-dire de retrouver c'est quoi les paramètres qui régissent la physique d'un système. Donc ça va être un des défis, c'est de retrouver ces matrices-là. Là, j'ai mis dans la formulation générique, là, phi de k, c'est-à-dire que c'est pas que je multiplie un scalaire par ça, c'est de dire que la matrice peut varier en fonction du temps. La règle générale, là, ces matrices-là sont relativement fixes. En tout cas, pour le système linéaire, là, généralement sont présumées fixes, mais on pourrait traiter le cas où qu'elles changeraient d'une itération à l'autre. C'est pour ça qu'on l'a mis en parenthèse cas ici, pour dire qu'elles peuvent varier. Mon bruit, je l'ai déjà dit, doit être non biaisé et on doit être capable de le caractériser. Comment maintenant on passe d'un système physique à ces équations-là? On va le faire ici pour un exemple. Donc, j'ai mon chariot là, qui se promène sur mon rail, là, puis j'ai mis la distance en D, là, en mètres. Donc, l'état, ça va être quoi? Moi, je veux savoir où est mon chariot. Donc, l'état, la variable d'état, mon vecteur d'état, ça va être simplement le scalaire D. La commande, ça va être une commande de déplacement sur D. Donc, je vais appeler comme delta minuscule D. Donc, c'est ma matrice de commande qui est en fond matrice de 1 par 1. Donc, si je regarde mes équations, donc D à l'instant plus 1, c'est égal à dk plus 1, c'est égal à la position précédente plus la commande. Hein? Je suis à 3 mètres, je fais un pas d'1 mètre, ben, je suis clairement à 4 mètres, plus j'ai eu du bruit de mon système. Donc, si je traduis ça dans un langage qui est plus proche de mon estimation d'état, ça, je veux dire ben, l'état à l'instant plus 1, c'est égal à l'instant précédent, plus la commande. Parce qu'ici, dans le fond, j'ai un facteur 1, si vous voulez. Si vous voulez, ma matrice, c'est 1 ici, puis ma matrice, c'est 1. J'applique directement la commande dans les mêmes unités que la variable D. Puis ici, j'ai mon bruit. En bout de ligne, c'est pas trop compliqué ici. Ma matrice de changement d'état, c'est 1. Ma matrice de commande, c'est 1. Les commandes sont en mètres par seconde. Les commandes sont en mètres ici. J'ai fait un pas de 1 mètre. Les unités sont en mètres. Donc, ma matrice ici, c'est de 1. C'est simple que ça. Bon, c'est pas très, très intéressant, mais par contre, c'est éclairant. Ça vous montre un peu comment on passe de mon système physique à un système d'équation à mes matrices. Prenons un cas un peu plus complexe ici. Et là, c'est le fun parce qu'on avait une question de savoir qu'est-ce qui se passe quand j'ai des capteurs qui sont dans des unités qui ne sont pas les mêmes que mon système. C'est ce qu'on va voir ici. J'ai mon chariot qui était à une position D et qui se déplace à une vitesse des points. Rappelez-vous, le point, c'est la dérivée dans le temps. Ma commande va être une vitesse angulaire sur la roue. OK? Ma roue a un rayon R. Donc ici, j'ai genre des radians par seconde, si vous voulez. Et R, ça va être en mètres, disons. Mon état, ça va être, je choisis d'avoir l'état, ça va être la position et la vitesse linéaire. Et la commande va être en radians par seconde. Donc, vous voyez ici, là, je commence à avoir des unités physiques qui sont différentes. Mais j'ai un système physique qui va me permettre de tout relier ces variables-là ensemble. C'est vraiment un problème de physique qu'on faisait un peu comme au cégep. Là. Donc, là, si je fais ma mise en équation de mon système, la position à l'instant K plus 1 est égale à la position précédente, plus la vitesse de mon chariot fois delta t, ça c'est l'intégrale d'ordre 0, plus du bruit qui serait, par exemple, frapper des roches, mon système qui n'est pas parfait. La vitesse de mon système, ça va être quoi? Ça va être, on va dire que la vitesse est dépendante du moteur de la roue, ce qui n'est pas fou. C'est comme si on avait un moteur qui était parfait en termes de couple et capable d'exactement pas d'inertie. Là. Quand je lui envoie une commande, le moteur exécute exactement cette vitesse angulaire-là. Donc, la vitesse linéaire du véhicule, ça va être égal à quoi? Ça va être le rayon fois la vitesse angulaire du moteur roue ici, plus il va y avoir du bruit sur mon moteur roue, par exemple. C'est l'équation de mon système. Maintenant, si je le transpose en équation matricielle, pour être capable d'utiliser un fil de Kalman. Donc, mon vecteur d'état, je l'avais déjà défini ici. Et on voit très bien que si j'utilise la matrice phi qui est celle-ci, donc 1 delta t 0, 0, j'ai mon vecteur d'état à l'instant précédent, qui est celui-ci. Donc, on voit bien que donc, l'état suivant, la position suivante, c'est égal à 1 fois la position précédente, plus delta t de la vitesse précédente. Donc, on voit qu'on fait l'intégrale 1 delta t, c'est vraiment de faire l'intégrale ici, l'intégrale de la vitesse, plus je ne commande pas directement la position, on va commander la vitesse ici. Donc, j'ai 0,
ma commande ici n'affecte pas directement la position. Plus, bon, j'ai mon vecteur de bruit ici. Pour la vitesse, ce qu'on va dire, ben, la vitesse à D plus 1, à K plus 1, ça ne dépend pas du terme ici. Donc, vous voyez le 0 ici. On va dire que ça ne dépend pas de la vitesse précédente parce que mon moteur roue, il est infiniment fort. Il va dépendre uniquement de la vitesse angulaire du moteur roue fois le rayon. Donc, ma matrice gamma de commande, vous voyez, c'est 0R. Ma matrice de changement d'état, ça va être 1 delta T 00. Puis là, ici, j'ai un vecteur qui correspond au bruit. Vous voyez comment on est passé d'un système physique à un système d'équation à mes matrices. Donc, ce seraient les matrices que je fournirais à mon filtre de Kalman. Ce serait celle-ci. Ça, c'était pour la partie modèle de déplacement. Maintenant, au niveau de la partie modèle du capteur, donc je vais avoir encore là, je répète, là, le terme ici, là, entre parenthèses K, c'est pour dire que la matrice lambda peut varier dans le temps. Ben, on va probablement faire l'hypothèse qu'elle est fixe là, pour le problème ici. Donc, imaginez que j'ai un capteur ici linéaire qui me retourne des volts. Donc, vous voyez ici, encore là, en changement d'unité, je n'ai pas de mètres, mais par seconde, là, je vais avoir des volts. Et disons que la fonction de capteur sans le bruit, là, si je n'avais pas de bruit, voici la fonction de mon capteur, ça serait de 0,5 volts par mètre. Donc, à 2 mètres, j'aurais 1 volt en sortie. Puis vous voyez, ça passe par 0, 0, là, parce que c'est un capteur qui est linéaire. J'aurais cette équation-là ici pour décrire mon capteur. Il me retourne 0,5 volts par mètre. Donc, ça veut dire que ma matrice de mesure, ce serait la suivante. Pour un système là, que j'ai mon état, là, je retourne à un problème plus simple. Je n'ai plus la vitesse dans mon vecteur d'état. Je vais tomber à un problème où je n'ai que la position. Donc, vous voyez, la matrice qui peut me faire une prédiction de mesure en fonction de l'état, c'est cette matrice-là, 0,5. Si maintenant je vais avoir un système plus complexe, donc je retourne à une situation où je veux avoir de l'information sur la position et la vitesse linéaire de mon véhicule. Donc, c'est toujours l'équation générique ici, mais mon vecteur de mesure, c'est égal à le vecteur d'état qui est multiplié par une matrice qui fait dans le fond qui fait office de fonction de capteur. Et disons que là, je vais complexifier un peu l'assemblage de capteurs. Disons que j'ai le même type de capteur, donc un capteur qui me retourne des volts par mètre, donc toujours 0,5 volts par mètre, mon télémètre ici. Et pour rendre la chose plus intéressante, pour commencer à mélanger des unités physiques plus mystérieuses, je mets un encodeur optique ici. Puis, l'encodeur optique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner un nombre de pulsations par unité de distance. Quand je fais 1 mètre, ça correspond à 5000 pulsations. Puis, si je rentre en entrée ici des vitesses, en sortie ici, je vais avoir des pulsations par seconde. Donc, plus j'ai de pulsations par seconde, plus ça va vite. Je vais avoir une fonction linéaire ici entre la vitesse et ma mesure Z2 qui est des pulsations par seconde. Vous voyez des unités qui sont quand même relativement différentes. Donc, ma matrice de mesure lambda pour les vecteurs d'état suivants, la voici. Donc, on voit que la mesure Z1 ne dépend que de la variable d'état de position. C'est 0,5 fois, hein, c'est la pente ici. Puis là, c'est plus le bruit que j'ai ici. Donc, je dois connaître le bruit qui est relatif à mon capteur ici, dans ma modélisation. Ça, c'est toujours pas le fil. Rappelez-vous, dans le fil de Kalman, on n'additionnera pas le bruit ici. On va juste utiliser la matrice lambda. Et pour Z2, ce qu'on voit, c'est que Z2, l'état, la première entrée de mon vecteur d'état qui est D n'affecte pas la mesure Z2. La mesure Z2 n'est affectée que par la vitesse du système. Et la sortie Z2, c'est quoi? C'est 5000 fois, c'est la pente ici, 5000 fois la vitesse en mètres par seconde. Vous voyez ici, j'ai des unités qui sont très différentes. Ça va être ma matrice lambda. Donc, vous voyez l'importance? J'ai un problème physique, je veux trouver les équations. Après ça, je traduis ça dans mes matrices. Et là, dans le fond, j'ai donné l'information à mon filtre. Voici comment le système comporte. Voici comment mes capteurs fonctionnent. Petit rappel, volts, pulsations par seconde, qui sont des unités quand même très différentes. Aucune, d'ailleurs, moi, je cherche des mètres et des mètres par seconde et aucune des unités ici n'est en mètres ou en mètres par seconde. Donc, c'est vraiment la beauté, justement, avec notre filtre, on va être capable de, tant aussi longtemps que je peux faire des équations qui disent comment mes états affectent mes mesures, je vais être capable d'utiliser mon fil de Kalman. Aussi, le nombre de mesures n'est pas en lien avec le nombre de la taille du vecteur ici. J'ai une situation ici où j'aurais juste un télémètre en volts. Rien qui m'empêche d'en empiler 3. Hein?
J'aurais dans ce cas-là, puis il y aurait 3 pentes différentes. Là, vous voyez ici, mes 3 télémètres, bien, on va retrouver les pentes ici, puis j'aurai 3 mesures ici. C'est mon système. C'est mon système qui va dicter c'est quoi la taille de ces matrices-là, de ces vecteurs-là. Puis, je dis, les équations du fil de Kalman vont être capables de digérer toute l'information. Après ça, de faire l'inférence. Si vous voulez y aller à rebours, à partir des évidences, retrouver les causes des évidences. C'est ce que Bayes fait.